Bonjour mes chers amis et bienvenue à ce balado, dis-je, du 10 juin 2024. Nous employons toujours le même chemin, la même démarche. Nous y allons d'abord par la devinette. Cette fois-ci, je cherche un mot de 9 lettres, commençant par la lettre P. P comme dans Pierre, tiens. Un indice, oiseau ou cocktail. Alors, ça commence par la lettre P, 9 lettres. Indice, un oiseau ou un cocktail. Comme d'habitude, je vous laisse réfléchir à tout cela, le temps d'aborder les autres chroniques, et à la toute fin, je ne vous oublierai pas, je vous le promets, nous allons y revenir avec la réponse que vous aurez sûrement trouvée entre-temps. Alors voilà, je vous laisse réfléchir. Glissons maintenant vers un événement important de l'histoire du monde, dans le cadre de nos éphémérides, au 10 juin 1940. Mussolini déclare la guerre alors à l'Angleterre et à la France, ce qui constitue, à plusieurs égards, une immense erreur, que je vais essayer de vous démontrer le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Il croit d'abord à sa chance en s'attaquant à son tour à deux pays considérablement déjà affaiblis par l'attaque allemande. Il réussit d'abord une percée dans le sud-est de la France, dont il occupe, pendant un certain temps, une région très limitée. C'est alors qu'il prend confiance et ainsi encouragé, il va aller s'attaquer à la Grèce et à la région des Balkans, où ses troupes littéralement s'enlisent. Et c'est là où les difficultés vont venir, où il va non pas provoquer à lui tout seul la défaite de l'Allemagne et de la Triple Alliance, mais qui va hypothéquer considérablement le mouvement de guerre initié par cette Triple Alliance et entraîner de sérieuses difficultés pour Hitler et l'Allemagne en particulier. Ainsi donc, il est dans la région de Grèce et des Balkans, et là il s'enlise, et là, au même moment, Hitler a entrepris d'envahir le territoire russe. Alors, ses troupes progressent d'ailleurs plus rapidement que ce qu'il aurait cru. Il rencontre très peu, effectivement, de l'obstruction. C'est la politique, les Russes, c'est la politique des terres brûlées. On brûle les champs de blé pour priver éventuellement les troupes allemandes de nourriture. Et puis là, tout d'un coup, son camarade de Mussolini, de la Triple Alliance, ça c'est l'Alliance, a des problèmes sérieux dans les Balkans, donc il ralentit la progression de son armée, je parle de Hitler, ralentit, et à ce moment-là, utilise une partie de ses troupes pour aller venir rendre service à son ami, je le dis bien, Mussolini. Or, donc, Hitler se trouve à retarder sa progression vers l'Est. Et quand il a ainsi sorti du bourbier Mussolini, je le répète en Grèce et dans les Balkans, il revient, ramène ses troupes, et là, on recommence le mouvement vers l'Est, mais il est trop tard. C'est l'avènement en Russie de l'hiver. Et de l'hiver en Russie, c'est terrible. Dans les grandes plaines de Russie, c'est la boue, c'est le froid, c'est le gel. Il n'y a plus de sources d'approvisionnement à partir de la végétation. Et là, ces soldats, on connaît le reste de l'histoire, son armée s'enlise. Et c'est à ce moment-là, stratégie russe par ailleurs, c'est à ce moment-là que les Russes décident, là, eux, de contre-attaquer et de contre-attaquer de façon musclée et de réussir à foutre finalement dehors Hitler et son armée et d'endommager considérablement la frontière est de ce mouvement-là qui avait été mené, qui avait progressé à l'est de l'Europe pendant des années de temps. Et puis, en se déclarant ennemi de l'Angleterre et de la France, à ce moment-là, il se rendait, n'est-ce pas, il prêtait le flanc à une riposte de la part des Alliés. Et c'est ainsi que lorsque on a décidé et on a mis sur pied, un mouvement, effectivement, de libération des pays alliés, on a utilisé le territoire et on a commencé, les Anglais sont allés attaquer la Triple Alliance, évidemment, en passant par où? Vous l'aurez deviné, en passant par
l'Italie en partant du sud, de la Sicile, et en remontant et en battant littéralement l'armée de Mussolini chez elle en Italie. Alors voici comment une décision qui semble simple à prime abord peut entraîner de considérables, dis-je, conséquences sur le déroulement de l'histoire. C'était donc les éphémérides du 10 juin 1940. Alors voilà pour la sale guerre. Passons maintenant à quelque chose de plus positif, la pensée de la semaine, en espérant qu'elle va vous trotter comme ça dans la tête toute la semaine. Alors je vous la donne, elle est de notre ami Georges Bernard Shaw, évidemment. Et donc je vous la donne, puis on la commente par la suite. Il dit « Le progrès est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent en changer le monde et se changer eux-mêmes. » Bon, ça nous semble évident au départ, mais il faut la décortiquer, ce truc-là. C'est que d'abord, il nous dit une évidence, on commence comme ça, le progrès est impossible sans changement. Ça, c'est sûr que si on parle de progrès ou de régression, ça sous-entend évidemment un changement. Si on veut améliorer les choses, il faut apporter des changements à la situation que l'on a connue ou qu'on connaît présentement. Ça va comme ça. Mais là où il nous amène, c'est important de le voir. C'est de voir les gens qui, eux, ne changent jamais d'idée ou pratiquement jamais d'idée et qui sont en possession tranquille de leur vérité. Alors là, évidemment, on a un problème. Si ces gens-là sont comme ça et heureux de leur situation et sécurisés dans leur perception des choses, c'est sûr qu'ils ne seront pas ouverts au changement. Ils ne seront pas prêts à essayer de nouvelles choses pour améliorer notre vie. Alors donc, ça implique tout ça, une ouverture d'esprit pour que le monde puisse changer et changer pour le mieux. Je reprends. Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent changer le monde, ni se changer eux-mêmes. Et puis oui, eux-mêmes aussi. Hein? Tu sais, les personnes qui sont farcis de eux-mêmes, de leur estime personnelle, qui se disent non, non, je suis parfait ou à peu près parfait, je suis le meilleur, c'est évident qu'ils ne vont pas s'améliorer. Ils vont toujours rester médiocres, de la même façon qu'ils n'auront jamais tendance à remettre en question le monde autour d'eux et encore moins à faire les efforts voulus pour améliorer leur situation et la situation du monde. Bon, un retour encore une fois à mon album photo. 3 photos comme d'habitude. La première, elle a été prise au centre-ville de Toronto. Il s'agit du Gooderham Building, appelé aussi Flatiron Building. Et je vous redirai tantôt ce que ça veut dire Flatiron Building, parce que ce n'est pas un terme familier que l'on connaît de l'anglais. Flatiron, F-L-A-T-I-R-O-N. Cet édifice que vous voyez là, qui est de forme quand même originale, elle se retrouve sur la rue Wellington, donc à Toronto, à l'extrémité du quartier des Affaires. C'est un édifice à noter, c'est un édifice à bureau, qui a été créé en 1892. Donc en 1892, on bâtissait comme ça des édifices avec un style quand même très original. On parle ici d'un style néo-roman et d'une architecture gothique. Donc un immeuble qui frappe l'imagination, qui frappe et qui attire l'œil, parce qu'il est de forme irrégulière. Et là, j'arrive à mon flatiron. Ça veut dire quoi, flatiron, en français? Fer à repasser. Il a la forme d'un fer à repasser. La partie arrière que vous voyez, elle est plus large, à peu près la largeur ou la profondeur, tout dépend de comment on voit les choses. Mais c'est la partie la plus large de l'immeuble. Et vers nous, oui, le premier plan, l'édifice se rétrécit. Et si on le regarde du haut des airs, on a l'impression que c'est un fer à repasser. C'est quand même original comme forme, parce que si on regarde l'extrémité droite de cette photo de l'immeuble, on a l'espace pour à peu près un bureau, la largeur d'un bureau.
hein, avec un petit corridor pour donner accès au reste de l'immeuble. Donc, un immeuble original, une architecture vraiment qui retient l'attention. Et puis aussi, ce qui met du charme à cet immeuble, c'est cette couleur rouge. Pas ocre, mais rouge, voilà. Brique, j'allais dire, plus ou moins, mais d'un beau rouge. Alors voilà, ça retenait l'œil et ça a retenu mon attention, et ce qui a fait que mon appareil s'est déclenché, il a fait un clic presque automatique. Deuxième photo. Il s'agit de fleurs, bien sûr. Il s'agit de ce qu'on appelle la fleur de Calla, ou encore lys de Calla, parce que ça ressemble évidemment à un lys. Alors c'est déjà en soi une très belle fleur. Regardez à travers les pétales, on voit passer la lumière. C'est comme si elles étaient illuminées de l'intérieur. Déjà là, il y a un intérêt certain. Puis regardez l'arrière-fond. Il y a une composition là-dedans. L'arrière-fond, vous avez une toile, non pas l'original bien sûr, d'Ozias le Duc, sa plus célèbre, L'Enfant au pain. Et juste derrière une armoire, on la voit à peine, on la devine, une armoire vraiment particulière, une antiquité qui est vraiment marquante avec encore une fois une belle couleur de bois qui se détache avec le petit bouquet de fleurs séchées. On a là une composition qui est à tout le moins originale, hein, une composition intéressante, même si le photographe était peut-être ou avait peut-être un peu moins de talent. Et ma troisième, comme je le fais très très souvent, vous allez me dire encore et toujours, et oui, un coucher de soleil. Et regardez encore une fois celui-ci, comme il est beau ce coucher de soleil. On est, la rivière, c'est la rivière des Mille-Îles, on est à Sainte-Rose. Et puis regardez la couleur et les teintes, hein, de lumière dans le ciel. Regardez au fond la forêt qui déjà est dans l'ombre, et puis le soleil qui se manifeste à travers les branches d'un arbre et qui donne comme une air de mystérieux. Et il s'apprête là à nous quitter pour nous laisser dans la nuit profonde. C'était mes 3 photos de cette édition. Et comme je fais habituellement, j'enchaîne toujours sur un mot d'esprit. Le mot d'esprit, c'est quelque chose d'original, quelque chose qui fait sourire à défaut de nous faire éclater de rire, n'est-ce pas? Mais qui est brillant. Alors là, on fait référence, avant de vous le donner, le mot qui est anonyme entre parenthèses, mais avant de vous le donner, on fait référence à une prise, le mot prise, une prise, comme une prise de courant, comme une prise maintenant sur les ordinateurs, une prise USB. Et cette citation, elle ne fait que poser une question, mais fondamentale. Elle dit, elle se branche où, la prise de conscience? Comment elle nous vient, cette prise de conscience? Comment se fait-il que beaucoup de gens, moi je dirais non seulement une majorité, mais une forte majorité, ont beaucoup de difficultés de faire des prises de conscience, de s'examiner, d'examiner leur comportement, leur attitude, en vue de s'améliorer et de rendre la vie des autres plus heureuse, plus vivable, heureusement vivable. Elle est où, cette prise de la conscience? On ne sait pas. On la cherche très souvent. Alors voilà, je reviens, je vous l'avais promis, à la fameuse devinette. On a un oiseau, un perroquet. Est-ce que c'est assez oiseau, ça, un perroquet? Mais aussi, c'est un cocktail. C'est un cocktail qu'on retrouve et qui a été créé dans le sud de la France. C'est un cocktail à base d'anis, de liqueur d'anis, et de menthe verte. Alors, ça donne donc une couleur verte à ce. Il y a une version aussi jaune, d'où le terme perroquet. Et puis voilà, c'est désaltérant, il y a des glaçons et tout ça, et c'est très très populaire en France. Je dois avouer que je n'y ai jamais goûté parce que j'ai peu d'atomes crochus avec l'anis, en parenthèse, et puis ben, il y avait tellement d'autres choix de cocktails. Et voici, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine et pour cette série Bonne semaine. En effet, vous venez d'assister à la 37e
et dernière édition de cette suite de balados qui vous ont accompagné hebdomadairement depuis le 11 septembre 2023. Je crois avoir fait le tour de cette formule et d'avoir épuisé le genre. Le temps est donc venu d'y mettre un terme, car à force de se répéter, on finit par radoter. Je vous laisse donc en vous souhaitant la paix dans l'âme et en vous exhortant à profiter pleinement de la vie. Je vous dis au revoir et non adieu, car nous sommes susceptibles éventuellement de nous retrouver un jour ou l'autre au gré d'une autre formule. À nous de créer l'occasion. Au revoir, mes amis.